va commencer. Donc, c'est notre dernière conférence de l'année scolaire. La prochaine activité, c'est le 10 juin. C'est la sortie au Louvre-Lens et à Cluny. Il y a beaucoup parmi vous qui se sont inscrits. Le plus est complet depuis 3 semaines. Donc, je vous rappelle que le départ sera à 8h15, donc le samedi 10 juin. 8h15, précise ici, sur le parking des Archives. Vous pourrez laisser votre voiture sans problème. Les portes du parking seront fermées pendant toute notre absence. Théoriquement, ça devrait aller. Alors retenez bien donc, notre sortie le 10 juin, et puis sinon après, à la rentrée de la prochaine année scolaire, il y aura la journée de la fédération, se déroulera le 1er octobre, et ce sera à Saint-Gobain. Donc ce sera une journée de la fédération entièrement consacrée aux verriers et aux ferreries de l'aide. Donc le dimanche 1er octobre, et c'est la Société historique de Picardie qui est organisatrice, avec l'association historique de Saint-Gobain. Voilà. Qui recevront les unités historiques du département. Alors justement, on termine l'année avec l'année scolaire avec Fabienne Billot. On avait commencé l'année scolaire avec elle, qui nous avait fait une conférence sur les hôpitaux de l'Aisne. Vous vous souvenez, elle était avec Mme Didier-Lecomte et avec Jean-Christophe Jumin. Et puis on la retrouvera encore, Fabienne, lors de la journée de la Fédération à Saint-Gobain le 1er octobre. Alors Fabienne, vous la connaissez sans doute, elle travaille aux archives départementales, elle est adjointe du directeur M. Sarter, et elle travaille depuis longtemps sur des communautés religieuses. Et elle a consacré sa thèse de doctorat aux franciscaines du nord de la France depuis la fin du XVe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. Et elle a aussi beaucoup travaillé sur les hôpitaux, puisqu'elle a participé au guide des hôpitaux de Picardie que Mme Didier-Lecomte avait co-dirigé. Donc là, finalement, son sujet de ce soir, il fait la jonction entre ces deux sujets de prédilection, les communautés religieuses et puis aussi les soins apportés aux malades, et en particulier aux malades psychiatriques. Voilà, on la remercie d'être venue et on l'écoute. Bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu tabou, je vais dire encore aux limites de la recherche, puisqu'il y a maintenant plus de 15 ans, quand j'ai commencé mes recherches sur l'histoire des communautés religieuses franciscaines, j'ai découvert des choses qui me semblaient un petit peu surnaturelles à l'époque. Il y avait une image d'Épinal qui était encore très véhiculée, c'était celle de dire que les cadets des familles rentraient en religion et qu'il n'y avait que finalement. On disait aussi que dans les communautés religieuses, on y entrait de son plein gré ou contre son gré, et qu'on ne faisait qu'y prier. En fait, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans ces communautés religieuses, et au fil du temps, par un certain nombre de ricochets, je me suis rendu compte qu'il y avait des communautés religieuses qui étaient spécialisées dans l'internement des citoyens lambda. Et ces communautés qui se spécialisent dans l'accueil de personnes, elles ne se spécialisent pas que dans l'accueil de personnes âgées, comme des maisons de retraite actuellement, ou de jeunes filles pour les éduquer. Il y a toute une marge de la société un petit peu riche, qui fait interner des membres de sa famille dans ces communautés religieuses. Et pas n'importe comment, puisqu'on s'y fait interner par lettre de cachet, c'est-à-dire un ordre du roi qui est contenu dans une lettre qui est scellée, par opposition aux lettres patentes qui sont destinées à être lues par tous. Il faut savoir aussi que cet internement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, même si on n'a pas de traces avant le XVIIIe siècle. Et que cet internement, en fait, va évoluer à partir de 1784 avec une modification de la réglementation de l'internement des aliénés et la durée de détention des correctionnaires. À cette époque-là, c'est le baron de Breteuil, qui est ministre de la Maison du Roi, qui, dans une circulaire de mars 1784, va subordonner en principe à une sentence d'interdiction l'expédition des lettres de cachet ordonnant l'internement des aliénés. Dès lors, l'autorité judiciaire doit intervenir à chaque internement. Cette réforme va supprimer l'internement par lettre de cachet.
pour asseoir cette circulaire, le ministre écrit aux intendants. À l'égard des personnes dont on demandera la détention pour cause d'aliénation d'esprit, la justice et la prudence exigent que vous ne proposiez les ordres que quand il y aura une interdiction prononcée par jugement, à moins que les familles ne soient absolument hors d'état de faire les frais de la procédure qui doit précéder l'interdiction. Mais en ce cas, il faudra que la démence soit notoire et constatée par des éclaircissements bien exacts. Donc l'intendant a l'obligation de surveiller toutes les maisons de détention dans le ressort de sa généralité. Dans la généralité de Soissons, elles sont au nombre de 6, à savoir les châteaux forts de Ham et de Luise, le couvent des Tertiaires de Saint-François, dit couvent de Picpus à Vély-sur-Aisne, le couvent des Cordeliers de Notre-Dame de la Garde près de Clermont-en-Beauvaisis, l'hôpital des Frères de la Charité de Saint-Jean-de-Dieu à Château-Thierry et la maison de force, appelée encore dépôt de mendicité de Soissons. Au travers de mon exposé, je vous traiterai principalement de 3 maisons religieuses qui nous ont laissé des archives assez abondantes, la maison de charité de Château-Thierry, les Picpus de Vély et les Cordeliers de la Garde. Mais il faut savoir que d'autres communautés ont accueilli femmes et hommes. Quels sont leurs motifs d'internement? Qui sont ces internés? Quels sont ces lieux où on les accueille outre les dépôts de mendicité? Donc dans mon propos, je vais essayer de répondre à toutes ces questions en me basant notamment pour la première moitié du XVIIIe siècle sur les archives qui sont déposées à la bibliothèque de l'Arsenal et pour les années 1770 à 1790 sur des archives de l'intendance qui sont dans la série C des archives départementales. Donc on a à peu près ici 1,50 m d'archives qui se trouvent aux archives départementales pour la période la plus ancienne. Excusez-moi, on a un petit souci technique. Alors, pour les documents qui se trouvent... Alors, pour les documents qui se trouvent aux archives départementales de l'Aisne, oui. Se trouvent donc, ce sont des tableaux que l'on... Des tableaux sous cette forme où vous avez différentes colonnes, notamment le nom de la personne qui est internée, sa date de l'ordre de détention, le ministre qui a signé la lettre patente, le domicile des parents et parfois la pension. On va réessayer. Voilà. Ah non, ça refait la même chose. Peut-être le fermer. Oui, mais j'essaierai de vous montrer après. Alors, grâce à l'ensemble de ces données, donc les tableaux, il existe des tableaux, un tableau par année et par maison religieuse. Cela nous permet d'avoir pu définir quelle était l'évolution des personnes qui étaient internées dans les maisons religieuses, notamment entre 1762 et la Révolution. Et on se rend compte que finalement, contrairement à ce que l'intendant annonce, il y a des nombres relativement restreints de personnes qui sont internées, mais pour certaines, elles sont internées pendant 20 ou 30 ans. Ces tableaux récapitulatifs, en fait, s'accompagnent pour chaque année de l'ensemble des dossiers des nouvelles personnes qui sont internées et également de pièces diverses sur des événements qui seraient passés dans la maison religieuse en lien avec les personnes internées. S'il y en a un qui a choisi de s'évader, un qui est décédé, un dont on ne paie pas la pension.
Donc j'ai recoupé l'ensemble des personnes qui étaient internées à la Garde, au Picpus et à Château-Thierry pour essayer d'avoir un corpus conséquent auquel j'ai adjoint un certain nombre d'observations faites par ailleurs. Et il faut savoir qu'il y a certains internés qui ont laissé quand même des centaines de pages de notes diverses et variées de l'administration à leur sujet. Alors, pourquoi est-on interné ? L'une des premières causes, c'est une cause, je dirais, mentale, c'est tout ce qui est autour du délire, de l'hystérie, de la démence et de la folie. Alors, il faut savoir que dès le début du XVIIIe siècle, on va retrouver de nombreuses personnes qui sont internées pour folie. Ainsi, par exemple, en 1732, le seigneur du Cernay l'est suite à une enquête du commissaire Lecomte par ordre du roi le 24 août. Il souffre, dit-on, d'un dérangement d'esprit d'une espèce singulière. Il est enfermé avec son domestique, mais le prieur de l'établissement où il se trouve demande à ce qu'on le retire car il est fort à craindre, il faut le veiller de près. Et on va donc le transférer à la charité de Château-Thierry. Donc là, un exemple typique d'un cas qu'on identifie relativement mal, dérangement d'esprit d'une espèce particulière, singulière. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, on n'a pas de prescription, de pathologie comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Et petit à petit, en fait, on voit que c'est plus ou moins bien défini les causes de folie. Ainsi, l'abbé de Moncrief, doyen de l'église d'Autun, est transféré donc en mai 1758, lui aussi du donjon de Vincennes, à la charité de Château-Thierry par ordre du roi. C'est un habitué des maisons d'internement. Il a été d'abord à Tanlay, à la charité de Senlis et aussi à la Bastille avant d'arriver à Vincennes. Vous voyez, les uns après les autres, ils l'accueillent et ça ne se passe pas bien du tout. Pour témoin, vous avez un dossier de 680 pages à la bibliothèque de l'Arsenal qui vous explique tous ces périples nombreux et variés. Et après Château-Thierry, on le mettra à la Garde. Donc l'abbé de Moncrief, lui, est un libertin, un dissipateur, à la cervelle entièrement tournée. Voilà la prescription et l'analyse médicale. Il est sujet à des accès de folie et son problème numéro 1, c'est qu'il met tout en combustion. C'est-à-dire qu'il met le feu tout le temps. C'est l'homme du monde le plus dangereux, capable par son intrigue de révolter tout un royaume. Donc, outre sa folie, il met le feu et il attise les révoltes. Et finalement, quand on en a un petit peu... Quand on ne sait plus quoi faire de cet abbé de Moncrief, on va le remettre en liberté. Donc, après, avant d'être réenfermé, après à Château-Thierry, on va le libérer au bout de 6 mois d'internement. Il va remettre le feu et on le réinternera et ainsi de suite. Alors, c'est vrai que pour un religieux, on pense que c'est beaucoup mieux de l'interner dans une communauté religieuse. Par exemple, en mai 1759, Pierre-Benoît Le Ferron de l'Épinois, qui est un écuyer âgé de 36 ans, entre aussi à la charité, en vertu d'une sentence d'interdiction renouvelée, qui sera même renouvelée 10 heures plus tard. Lui, il est atteint de folie furieuse, avec des accès par intervalle, et il faut aussi le surveiller constamment. Et ça revient perpétuellement, que quelqu'un qui a de la folie, surtout s'il est d'une origine un petit peu élevée, noble ou religieuse, il faut le surveiller en permanence, on ne peut pas le lier sur son lit. Un autre phénomène, c'est la dame Beauvisage. C'est l'épouse du contrôleur des traites de l'An, qui, à un moment donné, son mari nous dit qu'elle est sujette depuis 10 ans à une passion hystérique qui se manifeste journellement par des cris de délire, d'emportement et de fureur. On s'étonne alors que son mari qu'elle a pris en aversion n'ait pas encore été sa victime. La tendresse du sieur Beauvisage, qui est connue de tout le monde, aurait soutenu plus longtemps sa patience s'il n'était à craindre qu'elle ne mît le feu à son quartier. Et les alarmes continuelles qu'elle inspire à ses voisins ne cesseront que par sa détention que son état rend indispensable. Donc, outre le fait qu'on a peur qu'elle mette le feu à tout le quartier, elle s'est également pendue, et dépendue bien entendu. Elle passe des nuits à lire tout haut. Il reste à la dame Beauvisage des douleurs suite à son accouchement et c'est cela qui lui occasionnerait ces crises de folie.
Des douleurs très aiguës qui lui font pousser des cris lamentables et qui font croire à certaines personnes qui la fréquentent que les accès de cette maladie sont des accès de délire et de folie. Elle charge son mari d'injures, lui met le poing sous le nez, maltraite ses enfants jusqu'au sang. Et donc finalement, son mari, au bout de 10 ans, va demander lui-même le placement à Sainte-Pélagie, qui, elle, n'est pas réputée à l'origine pour accueillir les personnes hystériques ou folles, mais qui accueille les femmes de mauvaise vie. Mais il fait ce choix pour qu'elle reste à proximité. Un autre, par exemple, atteint de démence, c'est le sieur Blondel, qui est curé de Perles, une petite commune du Soissonnais. À la demande de l'évêque de Soissons, des lettres de cachet sont expédiées à son encontre pour l'enfermer au couvent des Picpus de Vély. En effet, il se promène, et notamment le 28 février 79, il se lève de grand matin, seulement vêtu d'une chemise et d'une culotte. Il va à Fimes, petite ville distante d'une lieue de sa paroisse, où il est reconnu dans son état aussitôt son arrivée. Il est ensuite reconduit à Perles, on lui fait une saignée abondante, parce que bien entendu, c'est comme ça qu'on soigne à l'époque, donc quelqu'un qui se promène dénudé, on lui fait une saignée. Et la saignée, donc l'intendant dit quand même que la saignée était abondante, mais n'a produit aucun effet. Et on a peur qu'il se mutile ensuite, donc il est interdit de lui laisser tout objet tranchant pour qu'il ne se mutile pas ou ne suicide pas. Un autre prêtre du diocèse de Soissons, Jean Simon, là ce n'est pas l'évêque qui demande l'internement, c'est ses parents, parce qu'il est incapable de dire la messe. Donc quand on est incapable de dire la messe, on est forcément fou, donc on se fait interner. Son aliénement d'esprit dans lequel il est tombé nécessite une sentence. Et donc on l'envoie aussi chez les Picpus de Vély en septembre 1780. Son beau-frère qui lui rend visite nous dit il s'est bien avéré que sa tête est dérangée, il est d'un genre furieux, il serait d'autant plus dangereux de le rendre à la société. Voilà. Ou encore Christophe Denis Enguerrand qui a commis de nombreux faits de fureur et de démence, notamment devant le bailli de la justice de Saint-Pierre-au-Parvis, dans la dépendance de laquelle justice se trouve. On l'interne aussi au Picpus. Un autre encore, c'est Marc-Antoine Janet qui a un comportement dangereux. On dit de lui que son aliénation d'esprit, qui dans un moment de fureur a paru plusieurs fois disposé à se porter à des extrémités fâcheuses, dont les suites font extrêmement à craindre pour lui-même que pour la société à laquelle il est intéressant de le soustraire, pour éviter les malheurs qui pourraient en résulter des accès de folie dont il a déjà donné des preuves les plus convaincantes. En 1785, il semblait même guéri, et sa mère demande qu'il sorte 3 mois pour résider avec elle. Finalement, elle le fait réinterner au Picpus et elle redemande une nouvelle fois de le laisser sortir, tandis que sa femme ne veut surtout pas qu'il sorte. Et il semble qu'il semble relativement sain d'esprit, mais sa démence s'accentue l'hiver. L'été, il n'est pas dément, mais l'hiver, si. Et on dit que sa mère est aussi atteinte d'une forme de folie, mais moins importante. Vous voyez, il y a des phénomènes un petit peu particuliers, mais c'est aussi, je pense, une façon comme une autre d'éloigner de la société des gens qui deviendraient un petit peu gênants. Par exemple, la femme Carlier, elle, n'est folle qu'à certains moments de l'année. Au printemps, elle est plus gaie que méchante et très supportable. Mais quand il y a des grands froids, elle est folle, et ça s'est déjà produit au moins une 20aine d'hivers. Voilà. Ou encore Louis-Alexandre Lalouette, dont la famille pense qu'il a que certains moments de démence, et il souhaite qu'il soit mis à Bicêtre, puis finalement ils vont se retourner et le faire envoyer au Picpus de Vély. On a aussi par exemple Jean-Baptiste Errand. Lui, c'est le fils d'une négociante de Reims, et elle va le faire interner à Château-Thierry. C'est beaucoup plus discret, c'est un petit peu plus loin, dont on n'entendra pas parler. Alors, il souffre tout simplement, nous dit-on à l'époque, d'épilepsie. Mais son état s'est tellement aggravé que les attaques se réitèrent plusieurs fois par jour et que des secousses multipliées lui ont tellement affecté les fibres qu'il est dans un état de marasme dont il ne sort que pour entrer dans des accès de folie et de fureur très dangereux. Il est sorti de la charité pour rentrer chez lui, il a terrorisé sa famille. Toute sa mère, ses sœurs et frères demandent des ordres pour le réenfermer dans la maison de sûreté de Château-Thierry.
Et puis on a parlé des prêtres, on a parlé des simples particuliers, on a parlé des notables. Il faut aussi penser qu'il y a des religieuses qui sont traitées de la même façon, comme par exemple la sœur des anges du Gué Poisson, qui est sujette à des crises de folie et qui, à la demande de l'abbesse de Notre-Dame de Soissons, sera expédiée aux Ursulines de Loches, ou encore la sœur Fouquet, qui va pousser l'abbesse et les religieuses de Saint-Rémy de Villers-Cotterêts à demander son éloignement à l'île Bouchard, près de Lyon. Ou encore une autre jeune fille, la demoiselle de Paravicini Capelli, qui demeure à Faucourt et qui a la tête tellement dérangée que le subdélégué de Delan l'envoie, et lui, il va l'envoyer dans la maison des Sœurs Grises de Comines en Flandre. Donc vous voyez, il y a tous des motifs de folie, d'épilepsie, de scandale, très particuliers, puisqu'on peut être fou qu'une partie de l'année, on ne peut être fou que quand il fait froid, et c'est aussi une méthode pour éloigner des gens qui pourraient un petit peu nuire aux familles, nuire à la religion, nuire aux paroisses ou aux établissements religieux. Il y a quelque chose aussi qui fait interner beaucoup, c'est le scandale, la peur du scandale. Alors la peur du scandale, tout simplement, par exemple, quand on est un religieux, il faut se conforter aux règles de sa maison. On a le cas, par exemple, du père Letellier, qui est religieux de Prémontré, et qui déjà se trouve à l'auberge de la Grosse Tête à Soissons, où il ne devrait pas être. Et il a la bonne idée, là-bas, de se tirer un coup de pistolet dans la bouche. Ça ne se fait pas. Et il n'en meurt pas. Il n'est que très gravement blessé et défiguré, et il ne peut plus parler. Et il a la mauvaise idée de donner aux représentants de la maréchaussée qui se rendent sur place un mot disant qu'il voulait se détruire et se faire mourir, ce qui est totalement contre la religion. Donc on le soigne, on le transporte chez un chirurgien, puis on le ramène à Prémontré. Il s'en évade rapidement et finalement il va s'y laisser reconduire. Ça ne plaît pas du tout au ministre général de l'ordre qui vient d'être nommé, l'Écuy, qui va dire que vraiment la tête du religieux, elle est tellement dérangée qu'il doit être enfermé. Et là, on va le placer très très loin, c'est-à-dire chez les frères de la Charité de Saint-Yon à Rouen. Un autre religieux de Prémontré se fait remarquer, c'est Gossard. Il est turbulent, il trouble la paix. L'exemple et les conseils peuvent être dangereux pour la jeunesse élevée dans la communauté. Et lui, on l'envoie encore plus loin, on l'envoie à Saint-Gilbert en Auvergne. Vous voyez le poids que pouvaient avoir certains abbés pour vraiment envoyer très loin des religieux qui étaient contre la droite ligne de la vie en communauté. Il y a à Bourgfontaine, c'est le même problème. Le frère Fulgence, il a la bonne idée de se promener avec un sabre sous son aube. Ça ne plaît pas du tout. Et on trouve aussi une hache sous sa paillasse. Donc, lui, il explique qu'il était soldat, donc il lui faut des armes pour se défendre. Mais que, comme il a fait des vœux religieux, on lui dit qu'il ne peut pas poursuivre l'état de soldat et qu'il est très dérangé. On va l'enfermer chez les Cordeliers de la Garde en septembre 1785. On a aussi le cas du jeune Charles Fortunat Le Carlier de Velu, qui lui est interné au Bon-Fils de Lille pour manque de respect envers sa mère. Violence contre elle, ses frères et leurs domestiques. Il revient chez sa mère à Laval-en-Lanois et il recommence. Et il prend même un fusil pour tirer sur son frère aîné au château de Velu et le blesse. Et finalement, on va vouloir l'interner, mais il va faire le choix de décéder de façon spontanée, donc c'est-à-dire qu'il se donne la mort. On a d'autres motifs pour éviter le scandale. Par exemple, Charles-Anne Thérieux de Taillan, qui est lieutenant-colonel du régiment de Bourbon, c'est un Gascon qui se rend à Viège-Faty pour se marier. Il est arrêté suite à un vol commis dans la voiture publique de Reims à Saint-Quentin. Là aussi, ça fait scandale. Donc, pour que le scandale cesse, son père demande à le faire interner et lui, il sera au Bon-Fils d'Armentières. On a aussi par exemple le cas de Nicolas Le Carlier, seigneur d'Épuisard, qui, marié et père de 2 enfants, est interné à la Charité de Château-Thierry, parce qu'une enquête faite à Lens où il habitait établit qu'il est dément, mais surtout qu'il s'est jeté dans la crapulerie la plus vile et qu'il a la réputation de s'abandonner à des horreurs qu'on ne peut qualifier et qu'on ne peut écrire. Et finalement, il va mourir là-bas en 1787, au moment
où il doit être libéré. Alors il y a d'autres formes de scandale, c'est par exemple l'ivrognerie. Autant dans les classes sociales pauvres, ça ne perturbe pas, l'ivrognerie dans certaines classes, c'est mal vu. Par exemple, l'évêque de Laon va se plaindre du curé d'Oulch et de Vassogne, Guillemin, qui a un fort penchant pour la boisson. Il veut le faire entorner au cordelier de Mailly et il demande au même moment de se préoccuper du prêtre Dubois qui lui doit être enfermé au Bon-Fils de Lille. Mais Guillemin ne se contente pas de ça. Il dit que les cordeliers de Mailly, c'est une baraque insoutenable, n'ayant ni pain, ni vin, ça c'est vraiment important pour lui, que de la misérable bière que je n'aime point. Je suis un homme mort à rester là. Et il demande d'être transféré au Bon-Fils de Lille, où je suppose que le vin est de meilleure qualité. Le sieur Derniot, par exemple, le curé de Berlise, lui est passé au Bon-Fils de Lille aussi pour ivrognerie. On a aussi Romain Vallée, qui est détenu au Bon-Fils d'Armentières. Lui s'enivrait avec du vin et devenait très brutal, et à ce moment-là, il battait ses pères et mères. Il avait même cherché à les empoisonner. On a encore Antoine Parra, le lieutenant de la milice, le fils aîné du seigneur de Lagnicourt, Classier-Thierry, qui avait dissipé la plus grande partie de son bien, autant dans son génie son honneur, buvant journellement et salement avec les deniers de nos artisans. Il avait même entraîné sa femme dans la boisson, bien qu'elle n'ait que 18 ans. Et il va être envoyé au Bon-Fils de Lille et sa femme à Notre-Dame de Brenne. Par faiblesse, son vieux père, au bout de quelques années, va lui rendre sa liberté et finalement il se rendra compte qu'il est toujours tombé dans l'alcool et il va retourner au Picpus de Vély. Et finalement, on l'enverra à Château-Thierry à la Charité, où il réussira à se sortir pour aller s'installer crapuleusement dans un cabaret. Alors, on va aller l'enfermer. Comme on n'a plus de solution dans l'intendance de Soissons, on l'envoie à Maréville, près de Nancy, chez les frères des écoles chrétiennes. Et on ne va même plus dire qu'il est ivrogne, à ce moment-là, il devient aliéné, carrément. On a aussi le cas du chirurgien de Brenne, Brodier, qui va obtenir, lui, l'internement de sa femme, qui est toujours ivre, qu'il a ruiné en volant son argent, son linge et ses autres effets pour les revendre ou les brûler. Elle va être enfermée au dépôt de Soissons. Et comme le mari se plaint qu'elle est mal nourrie, et surtout elle n'a sûrement pas de boisson, l'intendant va lui rendre sa liberté. Et on l'internera à nouveau 5 ans, et ce sera son frère, chanoine à l'affaire, qui va élever ses enfants et qui va proposer de le reprendre. Mais quand il se rend compte qu'elle a elle a préféré se prostituer de garnison en garnison, surtout à l'affaire, et on va lui demander de quitter la région. Et en 1787, on verra qu'elle est libre, veuve, n'aura rien changé à sa vie de vagabondage et de libertinage, et sera réintégrée au dépôt de mendicité de Soissons. Elle sortira à la Révolution. Autre motif d'internement, il y a tout ce qui est libertinage. Alors, libertinage à tout point de vue, des points de vue très différents. Par exemple, le fils du sénéchal de Brest est un libertin chargé de dettes. Il s'est fait chasser de l'armée, a une conduite ignominieuse et surtout il menace de déshonorer la famille. Et ça, c'est vraiment un point important. Quand on a un fils, un frère, une femme, une sœur, un parent qui déshonore la famille, il faut trouver un endroit pour qu'il ne nuise plus. Et un de ces endroits, ça peut être une communauté religieuse où on vous fait interner par lettre de cachet. On a aussi le cas du père Bricotteau, dominicain de Vély, qui tient une conduite affreuse et vit dans le libertinage le plus outré, se livre sans cesse aux excès les plus honteux, au point qu'il a été chassé de toutes les maisons les plus honnêtes de Vély. Il a de plus en plus d'emportements, et donc on demande à ce qu'il soit interné. On a aussi par exemple le cas de Louis-François Geoffroy, prêtre, chanoine de la collégiale de Saint-Pierre-au-Parvis, aumônier de l'abbaye royale Notre-Dame de Soissons. Lui, il s'enferme dans sa chambre pendant 11 jours avec une demoiselle. Vous imaginez les esprits de l'époque, on est au XVIIIe siècle. Et cette demoiselle, ce n'est pas n'importe qui,
c'est l'organiste de l'abbaye, tant qu'à faire. Il va ensuite se rendre à Craonne dans sa famille, et le prêtre le charge de porter de l'argent à Reims. Finalement, l'argent n'arrivera jamais à Reims, et il demandera même 900 livres à son père pour rembourser le curé d'Attigny, à qui il devait aussi de l'argent. Et finalement, on va le retrouver avec la fameuse demoiselle d'Aubry, l'organiste, dans une auberge de Chalon-sur-Marne, où ils vont vivre ensemble. Et son père ne peut accepter cette situation où, d'un côté, il vole de l'argent, et de l'autre, il est dans la débauche avec une demoiselle, et il va le faire interner chez les cordeliers de la garde. On a aussi, par exemple, à l'abbaye de Lompont, Bulot. Il ne reconnaît déjà pas l'autorité de son supérieur. Alors ça choque, mais surtout, il est attiré par les personnes du sexe opposé. Depuis 2 mois, il passe 3 ou 4 jours à Soissons chaque semaine. Il y fréquente la comédie et les assemblées de danse publiques. Vous imaginez un prêtre à la comédie et qui danse. Il s'éprend même d'une actrice et il lui envoie des vers enflammés. Et comme l'actrice refuse qu'il vienne chez elle, il va la persécuter et la suivre partout dès qu'elle sort de chez elle. Finalement, on obtiendra des lettres de cachet pour l'enfermer au Picpus. On a aussi l'aventure de Dondaine. Dondaine, c'est un bénédictin de Saint-Nicolas-au-Bois qui a beaucoup fait parler de lui. Et comme le supérieur de la communauté de Saint-Nicolas n'arrive pas à lui faire entendre raison, c'est le supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, donc une des branches de l'ordre bénédictin, qui va intervenir. Et le moine est frappé d'un ordre le 25 février 85 en punition de son libertinage scandaleux. On va l'envoyer au Pontife de Saint-Venant. Alors, comme il ne veut pas y aller de son plein gré, on va lui envoyer 4 cavaliers et 2 brigadiers de la maréchaussée qui vont le saisir et l'emmener. Il faut savoir que les moines de Saint-Nicolas ne sont pas forcément de très grands exemples à l'époque, et il y en a un qui va même menacer la maréchaussée de sa paire de pistolets qu'il tire dessous sa robe. Et puis les moines vont s'en prendre aux membres de la maréchaussée avec des propos dont rougiraient les grenadiers. Tant qu'à faire, puisqu'ils sont là, les gendarmes vont visiter les cellules. Ils vont retrouver 5 ou 6 fusils à 2 coups. Et finalement, le Dondaine, lui, il va être feindre, il va trouver qu'il ne savait pas ça. Il faut savoir que l'abbaye de Saint-Nicolas, contrairement à d'autres abbayes de l'ordre bénédictin, c'est une abbaye qui est au milieu de la forêt, et c'est surtout un peu l'abbaye pour l'ordre de Saint-Benoît qui sert de réclusion pour tous les mauvais sujets. Donc, si l'intendant, je pense, s'était préoccupé de tout ce qui se passait dans l'abbaye de Saint-Nicolas, il n'y aurait plus un seul moine. Entre les libertins, les alcooliques, les chasseurs invétérés, ceux qui menaçaient les gens qui se promenaient les paysans qui faisaient paître dans la forêt leurs bêtes. Donc ils étaient vraiment très marqués. Alors de temps à autre, il y en a un pour qui l'abbé supérieur se manifestait, et notamment Dondaine fait partie de ceux qui sont le plus connus par la maréchaussée, par l'intendant, et dans les mémoires de l'ordre, il lui arrive toujours tous les malheurs du monde, mais aussi il n'est pas du tout recommandable. Et on suppose même que c'est lui qui un jour a tué un garde forestier, oui. Donc, ce qui explique certaines choses. On a aussi des problématiques avec des dames, puisque par exemple Marie-Nicole Valnier, la femme de Brulot, est âgée de 40 ans, mère de 5 enfants, dont les 3 aînés, ce sont des filles, sont en âge d'être mariées. Mais elle s'affiche en débauche et libertinage, elle va voler son mari, court les cabarets, dissipe sa fortune et donne un mauvais exemple à ses enfants qui scandalisent le public. Donc on l'a fait interner chez les Dames de la Conception au Quesnoy. Charlotte Marquet du Bucois, d'une des meilleures familles de l'an, elle se livre de bonne heure aux excès de libertinage, c'est-à-dire qu'elle se prostitue. Elle est chassée de plusieurs couvents à cause de son caractère indomptable et de ses mauvais penchants. Son père, Jean-Claude Marquette de Marcy, ancien maire de Laon,
surprend les liaisons de sa fille avec un valet, puis avec un de ses commis, et demande à ce qu'elle soit internée chez les Récolletines de Valenciennes pendant 1 an. Et finalement, elle va revenir à Laon aussitôt, et elle mourra à l'âge de 26 ans. Donc on a vu, il y a un certain nombre de choses qui n'ont aucun lien finalement avec la folie qui fait qu'on est interné dans les établissements religieux, parce que dès qu'on fait un petit peu de scandale, il faut en fait se retirer du monde. Et le scandale, le libertinage, les vices comme l'alcool font que la famille ou les pouvoirs publics peuvent demander des lettres de cachet pour se faire enfermer. Alors, où se fait-on enfermer? Donc, il y a plusieurs lieux de détention, donc, notamment des communautés en Flandre et en Artois, comme les Bons Fils de Lille, les Bons Fils d'Armentières, ceux de Saint-Venant, les Cordelières de Pernes en Artois, les religieuses de la Conception du Quesnoy, les Récolletines de Valenciennes ou encore celles d'Avesnes. D'autres d'autres internés sont emmenés à la Maison de la Charité de Senlis. On retrouve des prisonniers aussi, par exemple, chez les Frères des Écoles chrétiennes de Saint-Yon à Rouen, ou encore chez les Cordeliers de Boutancourt-les-Blangies. Dans l'étendue de la généralité, à Ham, à la fin de 1780, on n'a plus que 6 détenus, pour la plupart des gentilshommes. Le château de Guise est désormais vide. En 1788, les Picpus de Vély ne comptent que 11 personnes, dont 10 aliénés. Le couvent de la Garde compte encore 26 internés en 81, mais seulement 4 en 1788. La Charité de Château-Thierry garde 33 personnes en 82, presque toutes folles, et seulement 10 en 88. Et au dépôt de mendicité de Soissons, il y a encore 10 internés en 1788. Donc on voit qu'au fur et à mesure des années, le nombre des internés tend à diminuer. Alors, l'établissement le plus important pour l'internement dans l'étendue de l'intendance, c'est la Charité de Château-Thierry. La Charité de Château-Thierry, c'est en fait un établissement qui a été fondé à partir d'une maladrerie qui avait été créée dans le faubourg de la Barre, à l'endroit où les 2 chemins de Soissons se regroupent. En 1651, le duché de Château-Thierry passe au duc de Bouillon en échange de la principauté de Sedan. Et la mère donc du duc de Bouillon, Éléonore de Berg, va installer dans la maladrerie en 1654 des religieux hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu. Elle écrit alors aux échevins: « Cher et bien-aimé, sachant avec quelle affection, soin et zèle les révérends pères de la charité assistent les pauvres malades et blessés au grand bien et soulagement du public, cela m'a donné pensée de les habituer et installer dans nos terres pour leur attirer la bénédiction de Dieu, et comme Château-Thierry est celle que nous aimons autant et à laquelle nous voulons faire plus de bien, je n'y ai pas voulu différer plus longtemps à prier les 10 pères d'y vouloir aller exercer la charge de la charité, qui est si utile au peuple, tant pour les âmes que pour les cœurs, que pour les corps, comme les oblige leur institut. À quoi je m'assure bien que vous contribuerez de vos soins et affections pour ce nouvel établissement, ce que promettant de vous, et que me donnerez ces marques d'affection pour une chose que j'ai fort à cœur, je prierai Dieu, cher et bien-aimé, vous avoir en sa sainte garde et protection. Donc, de cette décision de la mère du duc de Bouillon vont s'installer les hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, et c'est eux qui vont transformer une maladrerie de quelques cabanes de bois en un établissement relativement performant pour l'internement. Alors cette décision de la duchesse douairière de Bouillon, elle est confortée par un acte notarié qui dresse le contrat de fondation consenti au révérend père Gerbet le Vert, qui est le provincial de l'ordre. La maladrerie et ses revenus sont remis aux religieux de la charité, dont l'intérêt particulier a pour fondement d'assister les pauvres malades et blessés pour les hôpitaux, afin de gouverner et médicamenter les pauvres blessés et malades de sexe masculin. Donc gouverner dans le sens de avoir autorité sur les personnes que l'on enferme. Les habitants de Château-Thierry vont approuver cette fondation, et le 30 avril, les religieux de Saint-Jean-de-Dieu s'installent sur place. On confirme le 22 décembre 1656 le don fait aux religieux de l'hôpital, maison, cour, jardin et cimetière pour en jouir
du contenu, de son contenu, mais aussi pour y recevoir, nourrir, penser, médicamenter les pauvres malades. Tant de la ville et faubourg qu'autres qui se présenteront, ainsi qu'ils se pratiquent dans tous les autres hôpitaux de l'ordre de la charité. Donc on explicite bien que ce n'est pas que pour des malades de Château-Thierry, mais pour des malades qui viennent de partout. En 1670, on déboute les frères qui voulaient administrer les biens de l'Hôtel-Dieu. Mais finalement, ils en tirent un certain prestige, puisqu'on les voit regagner par une rare intelligence dans le traitement des malades et surtout des aliénés, une sage administration, ce qu'ils ont pu perdre dans l'opinion publique au cours de leurs débats avec l'Hôtel-Dieu. En fait, le fait qu'ils se spécialisent dans les soins aux aliénés ou aux enfermés font qu'ils augmentent très régulièrement le nombre de lits, et que de 3 à l'origine, lors de la fondation en 1656, ils vont atteindre presque 50 au milieu du XVIIIe siècle. En plus du soin à ces personnes enfermées par lettre de cachet, les frères soignent gracieusement les malades de la ville qui ne se font pas transporter dans leur maison, puisque leur maison, de plus en plus, est définie comme une maison d'aliénés et plus une maison de soins. À tel point que comme ils soignent les malades hors de leur hôpital, ils perdent un procès contre les médecins et les apothicaires de la ville. Et au milieu du XVIIIe siècle, ils font construire un nouvel établissement de pierre qui remplace leur cabane de bois. Chaque pensionnaire y paye une pension de l'ordre de 600 livres par an. Régulièrement, le provincial les incite à soigner les malades avec beaucoup de compassion, beaucoup de douceur et de charité. Et en 1765, on établit un nouveau règlement qui dit que le prieur fera sa visite au moins une fois par semaine de tous les prisonniers, l'un après l'autre, séparément pour les consoler, les rappeler à une meilleure conduite et s'assurer par lui-même qu'ils sont bien traités. Le sous-prieur le fait tous les jours et le religieux qui est chargé de la direction des pensionnaires leur rend au moins visite 4 fois par jour. Donc au niveau de tout ce qui est la charité, on a vraiment quelque chose qui est très organisé et qui se spécialise pour l'accueil des aliénés et des enfermés. Allant, on a par exemple la congrégation qui reçoit aussi des personnes enfermées. Alors c'est plutôt des filles et des femmes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Dame Beauvisage qui avait été enfermée à Sainte-Pélagie, à Paris, parce qu'on y recevait des femmes de mauvaise vie. Finalement, elle va revenir à la congrégation de Laon parce qu'elle n'était pas forcément à Sainte-Pélagie au bon endroit. Et surtout, je pense que la pension était beaucoup plus élevée qu'à la congrégation de Laon. Et finalement, son mari la fera libérer en 1782. On a le cas, par exemple, de M. Sancier, qui est le sous-ingénieur du roi pour les ponts et chaussées. Il veut que ses 2 filles, Thérèse Félicité et Suzanne Françoise, soient conduites à la congrégation. Parce qu'il ne veut pas qu'elles contractent des mariages qui ne lui conviennent pas. Normalement, le roi n'intervient pas dans ce genre de décision. Mais il va quand même donner des lettres pour ce cas, tant le scandale est grand. Il est écrit « C'est si humiliant pour elle et toute leur famille qui est honnête ». En effet, elles vivent toutes les deux avec 2 de leurs domestiques dans le libertinage. Suzanne Françoise va être conduite, Thérèse Félicité ne le sera pas, parce que pour éviter d'être enfermée à la congrégation, elle va déclarer qu'elle était enceinte de 5 mois. Et vu son grand crime, elle est placée dans la maison de force de Soissons, mais à cette époque-là, on lui fait comme un petit traitement de faveur, on la loge dans le logement du concierge qui est vide. Suzanne, sa sœur, elle sera placée avec les enfants, ce qui ne sera pas d'elle un bon exemple. Et finalement, l'intendant va demander que le père précise dans quelle maison on doit enfermer sa deuxième fille ou que les 2 soient enfermés. Et il va faire sortir finalement la deuxième fille, puisque ce n'était pas un exemple à faire suivre aux jeunes pensionnaires de la congrégation. D'autres communautés se spécialisent aussi pour l'accueil
des personnes qui sont internées, notamment tout ce qui est franciscain et franciscaine. Il y a déjà un grand principe, c'est le principe d'hospitalité qui avait été édicté par saint François et puis repris par sainte Claire à la Portiuncule. Donc ça, c'est le principe d'hospitalité, mais c'est aussi un principe d'hospitalité envers les plus pauvres et ceux qui sont dans des situations les plus atteintes en marge de la société. Et puis, il faut pas non plus avoir à l'esprit, les franciscains comme les Picpus ou les tertiaires, ce sont des communautés qui ne vivent que de l'aumône. Donc elles reçoivent comme ça une sorte de pension qui permet de faire vivre la communauté. Alors ceux qui sont les plus connus, ce sont les Picpus de Vélie. Alors les Picpus, ce sont des communautés dont on a très peu. Il n'existe que 8 communautés dans le Royaume de France, et ce sont des tertiaires franciscains qui appliquent une règle qui leur est propre, c'est-à-dire c'est la règle initiale de saint François, avec la pauvreté partout et en tout lieu, et surtout l'aide à leur prochain. Donc les Picpus de Vélie, en fait, se sont fait une spécialité dans l'accueil d'hommes, mais surtout de religieux, que ce soit des religieux séculiers ou des moines, pour les accueillir dans leur communauté et vivre avec eux dans leur foi franciscaine, mais aussi pouvoir percevoir comme ça des aides des familles pour leur permettre de vivre. Il y a d'autres communautés franciscaines là où c'est plus rare. Par exemple, on a le cas de l'abbaye des Clarisses urbanistes de Nogent-l'Artaud. Les Clarisses urbanistes, elles, suivent la règle d'Urbain IV et ce sont des Clarisses dites riches. C'est l'exemple, les Clarisses urbanistes, l'exemple le plus fameux, c'est Louise, la sœur de Saint-Louis, qui a fait construire l'abbaye de Longchamp, qui se trouvait où est le champ de course actuel. Donc ce sont des communautés qui sont très riches, qui ont des propriétés foncières importantes. Il n'empêche que celle de Nogent-l'Artaud, qui avait été créée par Jeanne de Navarre, accueille quand même des pensionnaires, et surtout des pensionnaires qui rapportent de l'argent. Autant chez les Picpus, c'est nécessaire pour vivre et ce que les familles vont aumôner, leur permettra de vivre, autant chez les urbanistes, c'est vraiment de l'argent qui permet faire fructifier et d'acheter des terres. Et on a notamment le cas de la sœur Salvère de Montrognon, qui est religieuse à Soissons et qui va être internée donc, à Nogent-l'Artaud. Mais on a aussi des communautés de franciscaines pauvres. C'est celles qu'on appelle dans la région sœurs grises, parfois sœurs blanches ou sœurs noires, même si c'est le nom des dominicaines, pauvresses, cordelières. Et c'est par exemple, on a des cas par exemple comme la demoiselle d'Elvincourt qui sera enfermée chez les cordelières de Saint-Quentin, la dame de Liancourt aussi. Et puis, chez les cordelières de Saint-Quentin, on va aussi accueillir Madame de Priel. Madame de Priel, c'est une Chaunoise d'une très bonne famille et son mari va l'accuser d'adultère. Donc elle ne pouvait pas rester à Chauny, même si elle était séparée de corps et de biens, et son mari va la faire transférer aux cordelières. C'est une affaire qui a fait très grand bruit à l'époque parce que l'intendant s'en est mêlé, mais tout le monde s'en est mêlé. On a même des écrits du directeur de la manufacture de Saint-Gobain qui se mêlent de cette histoire-là. Donc vous voyez, c'était vraiment la personne notable qu'il ne fallait surtout pas qu'on trouve dans cette situation-là. Et comme le mari se sent un peu bafoué, donc il l'envoie aux cordelières de Saint-Quentin en exigeant qu'elle ne puisse ni sortir, ce qui est un peu normal, ne pas recevoir de visite, qu'elle ne fréquente pas la société de la ville et où on aurait pu connaître ses faits d'inconduite. Et finalement, au bout d'1 an, elle arrive à faire casser la sentence. L'affaire doit être portée en justice et pendant 8 ans, l'affaire ne sera jamais portée en justice. Elle finira par rester aux cordelières de Saint-Quentin et elle ne sera libérée que par la Révolution. Une autre communauté qui accueille aussi les personnes internées, c'est la Garde. La Garde, ça se trouve près de Clermont en Beauvaisis, mais c'est aussi l'intendance de Soissons. Alors à la Garde, on interne, mais c'est quelque chose, en plus on est en pleine campagne, donc on interne des gens qui peuvent un petit peu sortir.
Alors on permet quelques sorties au dehors. Il y a quelques personnes qu'on retient très étroitement parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils ne pourraient pas s'évader, mais sinon à la garde on peut demeurer à l'extérieur. Et puis surtout on évoque que pour les faire sortir, les chambres sont basses, humides, malsaines et la santé des prisonniers en est le reflet. Donc pourquoi n'irait-il pas se promener? Et c'est à la garde qu'on va interner notamment quelqu'un qui n'est pas très célèbre, mais dont sa sœur sera très célèbre. C'est Nicolas Bertin, le frère de Rose Bertin, qui sera la modiste de Marie-Antoinette. Alors, comme il est d'une bonne famille, on dit qu'il fait retraite de façon volontaire à la garde, et le baron de Breteuil, à un moment, ira même jusqu'à dire qu'il y est pensionnaire libre. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de communautés, donc la plus connue c'est celle de Château-Thierry, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres communautés qui peuvent accueillir les personnes qui ont besoin d'être internées et que ça ne se fait de façon plus ou moins souple en fonction de qui est interné. Alors, comment vit-on en communauté? Déjà, comment y entre-t-on? D'abord, c'est l'intendant qui est chargé de l'exécution des lettres patentes. Il va s'adresser à la maréchaussée, qui peut tout simplement envoyer une seule personne. Si c'est quelqu'un tout simple, du commun, on envoie un simple cavalier. Et s'il faut, on va remettre la personne de brigade en brigade jusqu'à son lieu de détention. Si c'est un militaire, on lui demande de se rendre tout seul à son lieu de détention parce qu'on pense qu'il va le faire. Toutefois, il faut savoir que les arrestations ne se font pas toujours dans de bonnes conditions. On a vu qu'à Saint-Nicolas, ils étaient 6. Il y a d'autres cas. Par exemple, le curé de Poudron au diocèse de Senlis, qui doit être enfermé aux frères de la Charité de Senlis, n'est pas facile. Et l'évêque va prévenir la maréchaussée. Pour éviter tout scandale et même les insultes de la part des paroissiens qui sont fort animés contre leur curé, il faut recommander à l'officier, au cavalier de maréchaussée, que vous chargerez de ses ordres de se transporter en habit bourgeois à Poudron avec une voiture sur les 8 à 9 heures du soir, temps auquel les habitants sont retirés chez eux, et de laisser au sieur Dardet tout le temps nécessaire pour mettre en ordre ses affaires et de ne pas laisser sa maison et ses meubles à l'abandon. Une partie de la nuit suffira pour tous ces arrangements. Ils doivent arriver à Senlis chez les frères de la Charité pour 7 heures. Et finalement, le prêtre sera libéré en janvier 1785. Donc vous voyez que finalement, ce n'est pas toujours simple. Alors, comment vivent-ils ces internés? Il faut que leur famille finance l'internement. C'est pour ça que dans l'internement dans les communautés religieuses, on n'a que des gens de bonne famille, que ce soit des religieux ou que ce soit également des personnes qui viennent de familles nobles ou bourgeoises. Donc, à la fois les frais d'internement, mais les frais de conduite restent à la charge de la famille. Alors les prix de pension vont varier aussi selon les établissements. Et normalement, l'internement est précisé pour une durée limitée, même si pour certains, il est reconduit d'année en année. Et les familles, par exemple, si c'est elles qui demandent l'internement, peuvent toujours demander est-ce que ça prenne fin. C'est souvent le cas parce qu'il faut payer la pension. Par exemple, on vous donne l'exemple de Pierre Philibert Dupuis, qui sera interné en 1753 et son père va verser continuellement sa pension. On doit aussi fournir le trousseau de la personne internée. Le sieur Buteux de Berville, qui envoie donc au Picpus de Vély pour son fils une malle contenant des chemises, des bas de laine et tout ce qui est nécessaire. Il précise qu'il n'envoie pas de tabac car il ne fume pas en temps normal et il ne doit pas prendre ce vice. Les frais d'entretien et de nourriture sont à la charge des familles. Et pour Bricoteau, par exemple, le supérieur des dominicaines de Vély, il préférait qu'il soit au Picpus plutôt qu'à Bicêtre, puisque au Picpus, la pension est bien moins élevée. Et les dominicains vont, dans le cas de Bricoteau, être rappelés à l'ordre continuellement parce qu'ils ne paieront jamais sa pension. Il y a d'autres cas, par exemple pour le fameux Blondel, le curé de Perles qui a été enfermé, les frais de capture de conduite, eux, vont être pris sur les revenus de la cure.
Donc pour être interné et enfermé, il faut avoir de l'argent. Et il faut avoir donc de l'argent. C'est pour ça que dans les familles pauvres, on n'interne pas. Comment se passe la vie à l'intérieur de la communauté? Alors, pour le savoir, on peut se référer à l'ouvrage de Jean de Loillac, Le triomphe de la charité en la vie du bienheureux de Saint Jean de Dieu. Alors, on nous dit, sitôt que les malades sont arrivés, un religieux leur lave les pieds et les couche ensuite dans un lit propre, chauffé s'il est besoin et avec des draps, linge ou autres accessoires. Pourquoi vous précisons cela? Parce que jusqu'à l'époque, il est d'habitude de coucher 2 malades dans le même lit, tête bêche. Et c'est ce qui se pratiquera à Paris, à l'Hôtel-Dieu, jusqu'à la Révolution. Les malades sont visités au moins une fois tous les jours par le médecin, accompagné des infirmiers et pharmaciens, et qui leur en donne tout ce qui est nécessaire, tant pour les remèdes et médicaments que pour le boire et le manger qu'ils reçoivent à heure fixe. Donc ce sont les médecins qui préconisent les nourritures et aussi le boire. Vous voyez l'importance pour tous ceux qui sont internés pour des problèmes d'alcoolisme. Les malades sont couchés un seul dans chaque lit pour éviter l'incommodité qu'il fera à l'autre s'ils couchaient 2 dans le même lit. En 1708, on va même jusqu'à ajouter il leur sera donné des bouillons bons et l'on usera de précautions pour avoir de la viande. Si l'on ne peut pas en avoir, on aura dans la maison des poules pour faire des bouillons. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les communautés où on interne des personnes qui ont de l'argent. Il faut les nourrir correctement pour avoir la contrepartie de l'argent qui est versé en pension. Le provincial, en 1722, va même enjoindre les religieux à traiter les aliénés avec beaucoup de douceur et de charité. Et en 1785, il y aura un éclaircissement sur la manière dont sont reçus et traités les prisonniers des maisons de force. Il y avait eu un règlement en 1765 et 20 ans plus tard, on va même édicter un règlement spécifique où on vous dira comment faut-il recevoir le prisonnier, c'est-à-dire avec tous les égards possibles, le loger dans une chambre seule, le soigner correctement, toutes les précautions à prendre contre l'évasion. Donc précautions diverses et variées, comme fermer la porte de la chambre, ne pas laisser de drap s'il y a des fenêtres pour qu'ils ne partent pas par la fenêtre, veiller à ce qu'on ne puisse pas mettre des échelles à l'extérieur de la maison religieuse. Comment fait-on pour enregistrer le prisonnier et ses effets? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des listes, comme les listes d'écrous actuellement dans les prisons, mais aussi des listes d'affaires amenées par les prisonniers, parce qu'il faut bien se penser qu'à l'époque, il y en a certains qui arrivent même avec leur lit, leur commode, tout leur bien-être. Le logement, comment il doit se faire dans des chambres séparées et saines, aérées, ventilées, qui ne communiquent pas entre elles. Toutes les questions d'ordre et de discipline, rappeler aux prières de chaque établissement qu'il est le responsable, qu'il doit veiller à ce que l'ordre règne, que les personnes qui sont internées aillent à la messe, ou le disent en apparence, et puis qu'il y ait une grande discipline, qu'on respecte le prieur. Les emplois du temps de la journée, ce que doivent faire les internés. Alors on sait qu'il y a certaines communautés où ils travaillent, il y a d'autres communautés où on va les laisser faire ce qu'ils veulent, et il y a notamment au Bon Fils de Lille, on sait qu'à un moment la communauté devient un tripot. Le délassement, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on va laisser les internés seuls? Est-ce qu'on peut les laisser seuls? Est-ce qu'il y a un jardin pour se promener? Ou est-ce que, comme à la garde, ils ont le droit de sortir de la communauté? Les visites, est-ce qu'elles sont autorisées ou non? Pourquoi? Quelles sont les punitions? Peut-on punir les internés? Et quelles précautions doit-on prendre pour éviter que tous ces mauvais sujets ensemble ne fomentent pas des mauvais coups? Et puis ces règlements reviennent aussi sur les prix de pension, sur les nourritures, sur l'infirmerie et toutes les choses bassement matérielles.
Donc vous voyez, il y a une réglementation qui est très claire, très précise et qui permet normalement à toutes les communautés, en théorie, d'accueillir de la même façon les religieux et les laïcs qui vont y être enfermés. Il faut par contre nuancer, il faut bien se dire que toutes les communautés ne sont pas égales dans l'internement. On sait forcément qu'à la Garde, on est beaucoup plus laxiste, que à la Charité de Château-Thierry, on va être beaucoup plus rigide, que les Picpus vont avoir beaucoup plus de mal à avoir de l'autorité, qu'ils ne veulent accueillir que des religieux parce qu'ils les soignent avec les pensées des apôtres, et ainsi de suite. Et puis après, une fois que la personne a purgé son année ou plus dans la communauté, elle va vouloir sortir de façon naturelle ou sortir en s'évadant. Alors on a différents modes de sortie. Il y a un mode de sortie qui est pour le moins original, c'est le mariage. Ainsi, Pierre Brion, seigneur d'Apremont, qui est interné à la Charité à Château-Thierry en vertu des ordres du roi de 1769, lui souhaite épouser Marie-Madeleine Duhoux de Maisonneuve. Et la famille va en référer au roi et dire que si le roi autorise le mariage, ils veulent bien, à la condition qu'il ne rentre pas à Paris où il est très endetté. L'intendant va donc décider en septembre 1778 qu'il peut être libéré, mais qu'il est exilé à Château-Thierry et pas plus loin que 10 lieues aux alentours. Cette liberté ne lui sera rendue que si le mariage est bien effectif et seulement 2 ou 3 jours avant la célébration. Et finalement, le mariage va être célébré à Bézuges-Saint-Germain en octobre 1778, où après, le couple va résider. Un autre motif, c'est l'âge de la personne qui est internée. Par exemple, le curé de Busancy-Persson, qui est enfermé au Picpus de Vély, va être libéré par ordre du roi, vu son grand âge. Le sieur Lauqueneux, lui, qui est au bon fils de Saint-Venant, va expliquer que sa mère l'a fait enfermer parce qu'elle ne voulait pas de son mariage. Il va argumenter qu'elle l'a fait passer fou exprès qu'il n'a jamais été. Et finalement, la décision va être révisée. Après, on peut avoir par exemple l'abbé Geoffroy, dont le père va expliquer qu'il avait eu un ordre d'internement parce qu'il ne voulait pas d'un poste de précepteur auprès des enfants du sieur Dizier, qui était substitut du procureur général de Paris. S'il décide de reprendre son emploi, il peut être libéré. Et finalement, il décide de repartir à Paris, de ne pas sortir sans le consentement de son père, et s'il y avait de nouvelles plaintes, il serait de nouveau interné. Le sieur Bréfort, lui, l'ancien curé d'Ambrief, lui demande sa libération parce que sa tête est totalement remise, nous dit-il. L'année suivante, le supérieur ne va même pas le laisser encore sortir et il va juste avoir le droit de faire quelques petites sorties à l'extérieur. Il y a d'autres façons dont on peut sortir, mais de façon pas du tout légale. C'est l'évasion. Alors, le brigadier de la maréchaussée de Château-Thierry, qui a beaucoup à faire, puisque à Château-Thierry, c'est l'endroit où c'est le plus rigoureux, et plusieurs fois, il va se rendre pour des faits d'évasion. Il y aura par exemple le sieur de Saint-Sauveur, qui a été placé là du consentement de sa famille, et qui va dont l'évasion va être facilitée par un domestique traître infidèle que l'on fait punir pour l'exemple. Et le domestique donc est conduit en prison aussitôt. Et en mars 79, il y a plusieurs personnes, 2 pensionnaires qui s'évadent avec la complicité de plusieurs personnes de Château-Thierry. Et il fait donc arrêter les complices et les mettre en prison pour 15 jours. Alors, on a d'autres cas, par exemple chez les Picpus de Vély, où Louis Chandelet s'évade et son père va demander à ce qu'il soit de nouveau enfermé. Donc il le fait de nouveau enfermer et quelques mois plus tard, je pense faute d'argent, il va le faire libérer car, dit-il, sa conduite est irréprochable.
Et on va l'arrêter de nouveau à Bondy en septembre 78 pour le conduire au Bonfils d'Armentières. Et puis, quelques mois plus tard, son père le fera à nouveau libérer. Donc on voit que parfois, il y a comme ça des situations qui font que les parents, faute d'argent probablement, refont libérer leurs enfants des communautés où ils se trouvent. On aura par exemple à Château-Thierry de nouveau Gracieux et Grangy qui se sont échappés de la Charité et qui ont été aidés par leurs familles, leurs filles aînées, leurs femmes, etc. Donc les hommes de la famille seront punis à 15 jours de prison et les femmes seront juste réprimandées. Le fameux Bricoteau des Dominicains, lui qui est enfermé au Picpus, va s'évader aussi parce que dans tous les épisodes de sa grande aventure, il va lui arriver beaucoup de choses. Et finalement, le supérieur des Picpus, il n'y voit pas ça d'un mauvais œil parce que même à l'intérieur de la communauté, il avait eu de nombreux excès en tout genre. Et quand on va le retrouver, les franciscains de Picpus n'en voudront plus et voudront qu'il soit reconduit à Bicêtre. On aura aussi le sieur de la Tour qui est d'abord enfermé à la Charité. Et comme lui, il entre en contact avec tous les anciens prisonniers, on va le mettre dans l'ancienne basse-cour pour éviter qu'il ne puisse propager quoi que ce soit. Et là, il s'en prend au domestique qu'il va violenter et on va aller jusqu'à l'enfermer dans une cage de bois extrêmement fort. Il va réussir à appeler les gardiens, le faire entrer dans sa cellule et en assommer un pour se sauver. Il y en a d'autres qui vont enjamber les murs, les fenêtres et ainsi de suite. On en a comme ça toute une série qui vont s'évader. Alors, pour beaucoup, c'est parce qu'ils ont toute leur tête et finalement vivre dans le libertinage, l'alcoolisme, etc., ça leur va très bien. Et être enfermé et ne pas pouvoir avoir le droit à leur péché, c'est quand même très complexe. Alors, pour conclure, on peut dire que toutes les classes de la société, même les moins privilégiées, ont largement fait appel aux ces lettres de cachet pour interner les membres de leur famille. Tous les cas n'ont pas été traités de la même manière et les personnes qui sont atteintes de folie en campagne vont être gardées sur place, alors que les familles nobles ou bourgeoises, voire les religieux, vont confier à une maison d'internement, le plus souvent religieuse, les personnes. Contrairement à ce qu'avait pu écrire Maxime de Sars, notamment sur l'internement à Château-Thierry, on peut dire que ça ne s'est pas accentué à la fin du XVIIIe siècle, mais en fait, la problématique, c'est qu'aux archives départementales de l'Aisne, comme on n'en a que des archives sur la fin du XVIIIe siècle, on aurait pu le supposer. En comparant les archives avec les archives de l'Arsenal, on se rend compte qu'il y a une égale proportion, voire un effet moindre à la fin du XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution, il y a encore eu 8 lettres de cachet en 88 et 3 en 89. On ne peut pas dire que cette mesure ait été impopulaire, sauf quand elle s'applique à la répression du braconnage. Cependant, dès 1789, par idéologie, les cahiers des 3 ordres vont condamner les lettres de cachet. Et Mirabeau, dans son essai sur les lettres de cachet et les prisons d'État, a une influence très importante sur l'abolition de ce phénomène. On dit que cet ouvrage aurait tant bouleversé Louis XVI au point de lui faire fermer le donjon de Vincennes et envisager la démolition de la Bastille. Mais, comme l'a écrit le duc de Castres, Mirabeau a été injuste à ne considérer que son propre exemple, car sa détention a eu comme effet de suspendre l'exécution de nombreuses poursuites, parmi lesquelles une action recouvrement de 200 000 livres de dettes, une peine de prison pour coups et blessures et une condamnation à mort comme contumace pour rapt et séduction. Donc le fait aussi d'être emprisonné ou interné dans ces maisons religieuses faisait que l'on pouvait donc être exempté de la prison ou de paiement de dettes, ce qui explique que certains ont préféré rester enfermés toute leur vie. Et en fait, ce texte de Mirabeau est une invite de Louis XVI pour l'Assemblée constituante qui rend le décret du 20 mars 1790 qui abolit à jamais les ordres arbitraires comportant exil et tous les autres de même nature, ainsi que toutes les formes de lettres de cachet.
Dans un délai de 6 semaines suivant ce décret, tous les détenus sont remis en liberté, à moins que leur père, mère, aïeul ou autres parents réunis n'aient sollicité et obtenu leur détention d'après des mémoires et des demandes appuyées sur des faits graves. Donc la Révolution sonne le glas de toute cette mesure et on va passer au XIXe siècle sur des nouveaux systèmes d'internement qui seront là des internements plus psychiatriques. Qu'écrivent les médecins sur l'internement dans les communautés religieuses au XVIIIe siècle? Ils n'écrivent pas. Non, en fait, il y a peu d'écrits de médecins. Alors, on retrouve quelques écrits de médecins qui disent en gros que quand on est interné dans une communauté religieuse, on n'est pas malade. Puisque eux, pour la folie est quelque part une maladie, mais si on a l'argent pour ne pas être dans le même hôpital ou hôtel Dieu ou hôpital général que les autres, ou qu'on n'est pas dans un dépôt de mendicité, ce n'est pas une vraie forme de folie. Donc ils ne considèrent pas l'internement, quels que soient même les vrais cas de folie avérés, comme une pathologie médicale, comme on ne considère pas non plus l'alcoolisme comme une pathologie médicale, mais plutôt un fait de société. Et d'ailleurs, il y a très peu d'écrits à ce sujet. Quand j'ai essayé de faire une bibliographie sur le sujet, il y a beaucoup d'écrits sur la façon dont on soigne les malades normaux dans les hôpitaux. Il y a beaucoup même d'études relativement récentes sur les communautés religieuses, sur les soins apportés aux personnes, tandis que dans les établissements religieux qui internent, il y a peu de choses. Et c'est vrai que ce sont des sujets tabous, et même encore actuellement, on a très peu d'historiens qui se penchent sur ces problématiques d'internement, même dans les asiles psychiatriques. D'une part, parce que les archives ne sont pas accessibles pour toutes relativement facilement, puisqu'il y a des délais à 120 ans notamment, mais aussi parce que ce ne sont pas des sujets qui attirent. Toujours, ça reste quand même des sujets un petit peu marginaux, de même que les communautés riches, comme les communautés monastiques de bénédictins ou de cisterciens, ne vont pas accueillir de personnes à interner. Et si elles ont dans leur communauté des gens qui ont des déviances, on va les envoyer ailleurs. C'est la famille ou les communautés qui demandent l'internement. Oui. Mais qui est-ce qui décide de cet internement? Qui est-ce qui décide de la durée? Qui est-ce qui décide de la libération? Alors, elles font une demande à l'intendant, qui envoie généralement le brigadier de la maréchaussée, qui lui fait un rapport, qu'il rend à l'intendant. L'intendant statue. Il y a des cas où l'intendant dit non, ça ne va pas plus loin. Quand l'intendant statue, il envoie sa demande au roi, et c'est de là que part la lettre de cachet. Alors normalement, sauf cas exceptionnel, l'internement est toujours de 1 an reconductible. Alors, selon les formules, c'est tacitement reconductible. Il y en a certaines qui demandent à ce qu'au bout d'1 an, on revérifie. Le fait de revérifier au bout d'1 an, c'est surtout savoir si la famille paie bien la pension. Parce que si elle ne paie pas la pension, pourquoi est-ce qu'on garderait quelqu'un qui ne paie pas la pension ? Parce qu'il y a des cas où ça ne pose pas de problème, ça pose souvent des problèmes quand ce sont des religieux. Alors les prêtres, parce que s'ils n'ont pas de famille, ce sont les paroisses ou l'évêché qui doit payer. Et puis dans les communautés religieuses, on se fait un peu tirer l'oreille pour payer aussi les communautés. On le voit avec les dominicains qui ne veulent pas payer la pension d'un des leurs. Et puis pour faire sortir, c'est très souvent les familles qui demandent à faire sortir quand on n'est pas à la date anniversaire ou quand c'est plus long. En disant qu'ils ont été le visiter, franchement, il est sain d'esprit, il n'a plus aucun vice et tout va se passer très bien. Et très souvent, on voit que 3 mois, 6 mois après, on réenferme, mais dans une autre communauté. Donc il fallait pour être au courant finalement des lits qui étaient disponibles dans les établissements pour qu'il n'y ait pas, on va dire, surpopulation
Alors, contrairement à un hôpital général ou un hôtel-dieu où le nombre de lits était fixe, apparemment à Château-Thierry, on rajoutait des lits à la demande. Ce qui explique que dans le premier établissement qui était celui qui avait succédé à la Malodrerie, on ajoutait des cabanes de bois à côté de cabanes de bois. Après, quand on va construire l'établissement en dur, on n'est plus du tout sur la configuration de 5 ou 10 lits, on arrive tout de suite à 40 lits. Donc, après, on sait qu'il y a des familles qui demandent à interner plutôt à un endroit qu'à un autre, et moyennant quelques argent sonnant et trébuchant, il n'y a pas de souci pour qu'on le fasse interner. Il y a même des communautés apparemment. On sait que par exemple chez les Picpus de Vély, le nombre de religieux à une période a été diminué, pas parce qu'il y en avait moins naturellement, parce qu'on les envoyait ailleurs, parce qu'il n'y avait pas assez de lits pour interner. Et est-ce qu'il peut y avoir des transferts entre dépôt de mendicité et ces Oui, oui. Le dépôt de mendicité, généralement, il était destiné aux gens d'un niveau social moins élevé, mais quand on pouvait interner des gens d'un niveau social plus élevé et les transférer après. C'est aussi une question de pension aussi, puisque au dépôt de mendicité, normalement, les familles, si elles le pouvaient, devaient aussi payer une pension. Mais au dépôt de mendicité, parfois, certains n'y étaient logés, enfin, c'était comme un hôpital de jour. Ils n'y étaient que la journée, la nuit, ils rentraient dans leur famille. Il faut savoir aussi qu'au dépôt de mendicité, on travaillait. Que quand on se trouve à la Garde ou au Picpus ou à la Charité, on est dans la communauté à ne rien faire. Les dépôts de mendicité, alors avec des ateliers divers et variés, ils ont eu des ateliers de tissage, des ateliers, certains, il y avait des ébénisteries, et la grande punition à Soissons, c'était l'atelier de doucissage et de polissage du verre. Où là, c'était des métiers qui étaient très très physiques finalement. Donc quand on est un prêtre ou quand on vient d'une famille noble, on ne se voit pas faire ce genre de choses quand même. Mais c'était des communautés qui étaient créées uniquement dans ce but-là, alors. Alors, la garde, c'était des cordeliers, donc des franciscains de la première règle, qui existaient depuis très très longtemps, puisqu'ils existaient depuis le XIIIe siècle, et qui petit à petit ont accueilli des pensionnaires. Ça s'est transformé comme ça. Les Picpus, on est sur le même schéma, là on est sur des franciscains de la troisième règle, et à l'origine, c'est pas du tout leur vocation. Par contre, la Charité à Château-Thierry, ce sont des hospitaliers qui se spécialisent, mais qui sont hospitaliers à l'origine. C'est des religieux hospitaliers. Alors que les autres ne sont pas hospitaliers. Ce sont des communautés franciscaines pauvres qui vivent des prières à l'origine et de l'aumône, et qui, je pense, par le fait qu'ils avaient vraiment besoin d'argent, vont accepter un pensionnaire, puis 2, puis 3, et après ça va leur faire un vrai revenu, notamment à la garde. Il faut savoir que toutes les communautés franciscaines, à partir des années 1750, quand elles subsistent après les réformes religieuses, elles vont très souvent avoir des pensionnaires de tout type. Alors elles vont servir de maison de retraite pour certaines, pour d'autres elles vont avoir des demoiselles qui, par exemple, iront à l'école chez les Ursulines, mais seront logées chez elles. Et il y a d'autres communautés qui vont faire le choix d'accueillir des gens qui doivent être internés pour des motifs divers et variés. Alors que ce n'est pas du tout leur vocation, puisque c'est des communautés franciscaines qui vivent de la pauvreté et de la prière. Tandis qu'à la Charité, on a vraiment le modèle d'une communauté hospitalière à l'origine et qui se spécialise dans ce domaine-là. Ces communautés hospitalières, c'est l'ordre de Malte? Non, là c'est les frères de Saint-Jean. Les frères de Saint-Jean. Voilà. Merci beaucoup. Je ne cherche pas à comprendre.
Ouais, non, mais c'est pas grave, j'ai fait ça. Voilà. Ah bah t'es sûr. Et je vais...